On reprend donc notre cours pour expliquer le sujet de notre étude, à savoir l'introduction à la science politique. On a eu l'occasion d'expliquer ce qu'était la science, c'est-à-dire un ensemble de modèles et de théories qu'il faut confronter à la réalité pour savoir si ça date, si elle exprime cette réalité ou pas. Et on a vu que la science politique aussi est une science dans la mesure où elle est constituée d'un ensemble de théories et de modèles qui nous permettent d'étudier la réalité politique dans un État ou dans un ensemble d'États, dans un groupe organisé. Puisque la science politique est un ensemble de théories donc, qui permet d'étudier, de comprendre les concepts fondateurs de l'organisation étatique, ses centres de décision et tout ce qui fait et son fonctionnement, les exemples qu'on peut donner, c'est comment on peut deviner, voir, constater si un ensemble d'États sont démocratiques ou pas, dictatoriales. Si un ensemble d'États sont organisés selon un système de confédération ou un système fédéral. Et quelquefois, quand un ensemble d'États sont en voie de développement, pas économique ni social, mais dans leur structure politique. C'est l'exemple qu'on donne souvent de l'Union européenne. Un État confédéré ou l'un des États confédérés, elles ne renoncent pas à leur liberté, à leur indépendance. Ils travaillent en commun accord, mais chacun reste autonome de ses décisions, au niveau interne comme au niveau externe. Par contre, les États fédérés, non. Elles renoncent, les États constitutifs de l'État fédéral, renoncent à leur indépendance vis-à-vis de l'extérieur. Ils n'ont pas une politique étrangère, ils n'ont pas une souveraineté au sens propre. Tout ça est confié à l'État fédéral. C'est elle qui représente l'ensemble des États fédérés. Et, je donne l'exemple de l'Union européenne, elle est à mi-chemin. Au départ, c'était une association d'États qui coopèrent ensemble et travaillent ensemble, et au fur et à mesure, elle se développe. Les États renoncent à une partie de leurs compétences au profit de l'État, de l'Union européenne, de l'État de l'Union, et au fur et à mesure, même avec les traités, ils développent cette fédération qui n'est pas tout à fait encore une fédération, puisque chaque État garde son autonomie et son indépendance vis-à-vis de ses relations extérieures et aussi son armée, mais il n'est pas exclu quand dans un avenir proche, l'Union européenne s'exprimant en tant qu'un État fédéral qui regroupe un ensemble d'États qui ont mis toute leur souveraineté au profit d'un seul État qui les représente et qui auront ainsi une voix au niveau international et une seule, et une armée, pourquoi pas. Donc, c'est ces modèles-là aussi, on peut facilement voir par ces modèles et ces théories ce qu'est un État moderne et ce qui est un État archaïque, en regardant les critères qui permettent de définir un État moderne. À savoir, qu'on verra plus en détail, est-ce qu'il est démocratiquement organisé? Est-ce que c'est un État démocratique dans ses institutions, dans sa façon de fonctionner, sa façon de travailler, de se représenter et de présenter sa population? Ou est-ce que la démocratie est une utilisation dans le discours politique un peu populiste, mais que la réalité, les critères de l'État ne correspondent pas aux critères de l'État moderne? Soit c'est un État archaïque de l'ancien temps, soit c'est un mélange d'État moderne et d'État ancien. C'est ces modèles et ces théories qui nous permettent donc de distinguer, de faire la différence. Parce que, comme on le constate souvent, il y a l'appellation un État qui s'appelle République populaire et démocratique. Ça ne veut pas dire qu'il est populaire. Ça ne veut pas dire qu'il est démocratique. Ça n'a rien à voir.
le fait de le dire ou de l'écrire, ne nous renseigne en rien. C'est l'organisation de l'État elle-même, c'est les principes qui apparaissent au sein de la Constitution et les garanties apportées par la Constitution et par l'organisation judiciaire qui permet de respecter la Constitution. C'est ça qui nous renseigne sur la démocratie au sein d'un État ou l'absence de démocratie au sein d'autres États. Donc cet intérêt que portent les gens à la science politique, il n'est pas toujours le même. Il n'a pas la même, comment dirais-je, le même besoin. Il ne exprime pas le même besoin toujours. L'intérêt du simple citoyen est de comprendre l'environnement dans lequel il vit. Moi, vous, l'autre, on voudrait bien savoir ce qui se passe, où est-ce qu'on est, et surtout, comment se développe la vie politique autour de nous. Pourquoi? Parce qu'elle aura toujours des conséquences sur nous, favorables ou défavorables, et donc il vaudrait mieux savoir ce qui se passe. Et le plus important, qui fait quoi? Qui fait quoi? Je ne pourrais pas voter, je ne pourrais pas participer aux élections, je ne pourrais même pas être candidat. Si je ne sais pas comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Je suis dans un travail, je dois savoir qu'est-ce que l'État propose, qu'est-ce qu'elle met en œuvre de façon à ce que ça va m'intéresser ou est-ce que ça va peser sur moi parce que c'est une augmentation des charges. Donc l'individu, monsieur tout le monde, s'intéresse aux politiques. Et quelquefois, ça crée un conflit, comme on a eu l'occasion de le dire. Parce que c'est un thème où tout le monde s'exprime. Ce n'est pas comme d'autres thèmes où seuls les spécialistes parlent. Donc d'un côté, il y a monsieur tout le monde qui s'intéresse aux politiques. Et de l'autre côté, il y a l'étudiant, vous autres. Donc celui de l'homme politique va dans le sens de la maîtrise des rouages de l'appareil étatique, afin de mieux s'y mouvoir avec l'intention d'en profiter, d'agir. Donc d'un côté, monsieur tout le monde, de l'autre côté, l'homme politique, qui a besoin de savoir ce qui se passe, comment ça se passe. Pourquoi? Pour être à l'aise dans son action politique. Plus on en sait sur la politique, l'organisation politique, plus on est à même d'agir et d'interagir avec le politique, avec les éléments constitutifs du politique, à savoir l'État et la population, les élections, l'organisation des élections. Il vient ensuite donc, j'ai laissé en dernier l'étudiant, vous autres, et l'intérêt que vous portez à la chose, à savoir, il y a d'un côté l'esprit curieux, le chercheur, lui s'intéresse à ces phénomènes, la notion de l'État, ses concepts fondateurs, tout ce qui s'y rapporte, où on émane comme organisation, leurs principes directeurs et le comportement des groupes et des individus qui composent le jeu politique. Afin de comprendre, pour mieux en rendre compte de cette évolution, il doit savoir, il ne peut pas écrire, penser le politique sans savoir ce qui se passe, comment ça se passe. Et c'est à lui aussi d'enseigner, de porter à la connaissance des gens ce qui se passe et comment ça se passe dans les rouages du politique et les institutions et les dédales de l'organisation étatique. Il le fait aussi avec l'ambition déclarée au cachet d'anticiper, à savoir leur évolution, les dévolution, ça veut dire anticiper ce qui va se passer pour mieux se positionner. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, les années suivantes, l'économie, comment elle va être, l'économie mondiale et leur interférence avec l'économie nationale, l'évolution des idées de la population, comment pensent les générations, le conflit de génération, comment il se pose, sinon il ne pourra pas avoir des propositions convaincantes, sauf s'il connaît tous ces rouages-là, toute cette panoplie d'éléments constitutifs du jeu politique. Et j'ai dit que les jeunes, ou plutôt les étudiants, ils ont besoin aussi de savoir, de comprendre la rationalité qui fait le politique. Parce que si tout le monde, comme on a eu l'occasion de le dire, s'exprime au niveau des sujets politiques, lui, il n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Il doit parler, intervenir
en tant que connaisseur des règles du jeu politique. Et donc, imposer son point de vue d'une façon rationnelle, le discuter d'une façon rationnelle et étudier le politique d'une façon rationnelle en dehors de toute passion. C'est tout l'enjeu de la modernité, de l'État moderne et du discours politique moderne. Dans cette perspective, donc, on se contentera dans notre démarche de l'approche historique puis institutionnelle pour développer ce cours. L'approche historique, c'est l'évolution au fur et à mesure qui va nous ramener à l'État moderne. Et l'approche institutionnelle, c'est une description tout simplement des États existants, de genre d'États existants. Donc, la première rencontre de la base théorique des concepts fondateurs de l'État, la seconde décrit l'État moderne, ses formes et ses acteurs. Dans la première, on va voir des représentants, pas tous les auteurs, mais les représentants des principaux courants, à savoir Hobbes et Rousseau. Et on s'arrêtera un peu plus, ou plutôt aussi chez Montesquieu, avant de savoir tous les éléments, les ingrédients amenés par chacun dans cette base pour constituer les discours politiques modernes et ce qui va en découler l'État moderne. On partira plus loin dans la deuxième partie sur la description des systèmes existants. Donc les conceptions d'origine, on va trouver le premier, c'est Thomas Hobbes. Il est le pionnier dans cette démarche, c'est-à-dire le premier à chercher à développer une notion de l'État qui est en rupture avec l'Église. On a eu l'occasion de dire que jusque-là, la pensée politique était sous la scarcelle de l'Église. Les conflits au sein de l'Église, au sein de la chrétienté, ont mené à des guerres interminables. Le Moyen-Âge, on est au bout du Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, les gens commencent à penser à sortir de ces clivages dont les conflits n'en finissent pas. On avait expliqué que la première rupture, le premier élément de cette rupture était lié aux impôts avec les Anglais et le Vatican. Et après, c'est carrément le conflit avec les rois d'Europe et le Vatican, parce qu'ils se sentiront plus autonomes, plus riches, ou assez riches et assez puissants pour s'opposer au Vatican, refuser de lui obéir, vouloir faire leur propre organisation autonome, indépendante, voire indépendante. Donc, l'arrivée de notre ami Hobbes, c'est la fin du XVIe siècle et du XVIIe siècle. C'est une conjoncture alors plus qui a mis en place ou qui marque la fin des guerres civiles anglaises, guerres à connotation religieuse. Son objet est la légitimité du pouvoir et son autonomie ou sa dépendance vis-à-vis du Vatican. Et son projet intellectuel est de poser les fondements philosophiques d'un pouvoir politique indépendamment de la religion. L'origine de l'État doit avoir une référence autre que les écrits bibliques, nous dit notre ami Hobbes. Il faut savoir qu'il y avait déjà, c'est-à-dire les prémices de cette pensée, existaient déjà et qui concernaient la réorganisation de l'État, l'invention d'un nouvel État. Et, par exemple, Baudin, il était précurseur dans ça, mais il est resté plus proche de l'Église que notre ami Hobbes. Hobbes, il va faire le pas de dépasser le stade du lien avec le Vatican, mais il va tomber dans un autre piège. Pourquoi? Parce qu'il est à cheval entre la modernité et le Moyen-Âge. Il pense à reformuler les principes fondateurs de l'État et il le fait d'une façon autonome. Mais il est tellement en rupture avec l'Église qu'il va commettre
son péché, si on peut dire, au sens laïque. Pour nous expliquer sa construction, sa théorie sur l'État, il fallait d'abord revenir en arrière et chercher l'origine du politique, de l'organisation étatique. Et de ce fait, notre ami Hobbes, il va refuter le postulat aristotélicien qui disait que l'homme est un animal politique qui a une disposition naturelle à la vie commune. Ça, c'était les Grecs, c'était avec Aristote, qui nous disait que l'homme, il est par nature social, il cherche l'organisation, il a besoin de cette organisation, d'un monde autour de lui, pour vivre à l'aise. Et puis, on vient de dire non, ce n'est pas aussi simple. Et attention, souvent les étudiants comprennent cette expression dans un sens péjoratif. Un animal politique, autrement dit, c'est un animal tout court. Pas du tout. Un animal politique, comme le dit la phrase, qui a une disposition naturelle à la vie commune, c'est quelqu'un qui, par instinct, dès le départ, est apte à vivre en groupe, en société. Ce qui signifie aussi qu'il est capable de respecter les règles sociales, les règles de société. C'est ça le plus important. Ce n'est pas un sauvage qui va se mettre, vous le mettez dans un groupe, il fait éclater le groupe. Non, il cherche à s'adapter au groupe, à vivre en groupe. Et donc un animal politique, le sens qu'on lui donne ici, c'est instinctivement, il pense à s'organiser, à développer cette organisation sociétale, à aller toujours au mieux, vers le meilleur. Et donc, ses instincts, sa pensée et ses gestes, tout exprime le politique, à savoir l'organisation politique. Et de ce fait, c'est un animal. Donc, au sens positif du terme. J'espère que vous suivez. Donc, il a une disposition naturelle à la vie commune. On n'a pas besoin de l'obliger, de l'encadrer pour qu'il rentre dans un groupe. Non. Il accepte. Il cherche à joindre un groupe. Il n'y en a pas, c'est-à-dire la métaphore de Robinson Crusoe, de l'homme qui vit tout seul, est une chose. Il n'a pas le choix. Mais l'homme, quand il a le choix, il cherche le groupe. Et il s'adapte au groupe. Il accepte les conditions du groupe, du moment qu'on le laisse vivre dans le groupe. Et ça va donner la disposition de l'homme à en supporter les charges et en assumer les devoirs pour bénéficier des droits en conséquence. Le plus important à ce moment-là, c'est la sécurité dans le temps. C'est-à-dire au sein d'un groupe, je dois faire ce que je dois faire, mes devoirs, je dois m'en acquitter pour bénéficier des droits que me donne le groupe. Et tout ça, pour cette organisation, c'est pour la sécurité, c'est-à-dire pour se protéger des autres. Et c'est tout l'amalgame. Tout en voulant être organisé dans un groupe, il faut se méfier des autres. Et c'est ce qui va nous poser problème avec Hobbes. Il va nous dire qu'en fait, l'homme, dans la nature, n'est pas comme disait Aristote. Il voulait vivre, il était social, il voulait vivre en société. Non, il va nous dire, sans dire pourtant que l'homme est naturellement méchant, qu'il est difficile, qu'il est pratiquement impossible de mettre l'homme dans un groupe organisé et qu'il respecte cette organisation. Certains diront que, Hobbes disait que l'homme est naturellement méchant. Ce n'est pas vrai. Hobbes, il dit, et il précise, que l'homme, il est devenu, vu son histoire, vu l'anarchie précédente, l'anarchie du départ, du début de l'histoire humaine, l'anarchie totale, la guerre des groupes et des individus, il est devenu méchant. Donc ce n'est pas dans sa nature. Il est devenu parce que l'anarchie était autour, la violence, et de ce fait, il était obligé de s'exprimer aussi avec violence, d'être violent,
de faire aussi, de mener les guerres contre les uns et les autres pour survivre. C'est tout à fait différent. Être naturellement méchant et avoir acquis cette méchanceté par expérience, par mauvaise expérience, les mauvaises expériences vécues. Donc on s'affirme que l'agressivité qui caractérise ce dernier est un héritage, le fruit d'une longue et douloureuse expérience. La violence des hommes s'explique par l'inquiétude, nous dit-il, qui habite chaque individu de ce que pensent ou peuvent bien lui vouloir les autres. Et vous remarquez là que c'est pratiquement l'enjeu de la communication politique actuelle dans notre temps, notre époque, à savoir qu'est-ce que je pense de ce que pensent les autres. C'est tout l'amalgame. Au lieu de chercher à penser ce que pensent les autres, il vaudrait mieux leur demander tout simplement. Parce que c'est comme ça qu'on s'induit en erreur. Je pense qu'il a fait ça, qu'il pense ça, mais je ne lui demande pas. Je réagis en conséquence. En fait, c'est un monologue. C'est moi qui pense ce qu'il pense et c'est moi qui décide de réagir à ce qu'il est supposé penser. Et peut-être qu'il ne pense pas du tout à ça. Je donne toujours l'exemple. Vous arrivez à la faculté et vous dites à quelqu'un bonjour et il ne vous répond pas. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous allez attendre l'occasion de lui dire hey, ce matin je vous ai dit bonjour, vous n'avez pas répondu? Il va vous dire que j'avais la tête ailleurs. Excusez-moi. Bonjour, et on passe l'éponge. Ou est-ce que vous allez dire, il ne répond pas, vous allez dire que quelle méchanceté. Il n'a pas répondu mon bonjour. Mais qu'est-ce que je lui fais? Rien. Donc il est méchant. Il aurait dû quand même dire bonjour. Mais qu'est-ce qu'il me trame? Qu'est-ce qu'il organise? Et c'est là où on rentre dans une quasi-folie. À partir du moment où on essaie de se mettre dans la tête des autres. Et donc, ça, ce que nous dit Hobbes, c'est douteux. L'inquiétude qui habite chaque individu de ce que peuvent bien lui vouloir les autres. Plus loin, il nous dira cette incertitude sur les intentions d'autrui, conjuguée à la lutte pour la survie, parce qu'on est dans la jungle, dans la forêt. Il faut courir à droite et à gauche. C'est l'homme de la cueillette, c'est l'homme qui commence à peine à émerger, à reconnaître son statut d'homme. Donc, la survie déjà elle est difficile. Ajoutez à cela la concurrence entre les groupes, les individus, a abouti justement à la guerre de tout le monde contre tout le monde. Donc, c'est un processus qui s'est développé au fur et à mesure pour nous ramener l'homme à cette guerre de tout le monde contre tout le monde. Parce que chacun, il doit chercher ce dont il a besoin avec force, avec violence, et en même temps, il doit se défendre avec force et avec puissance, avec violence contre les autres. Et ça donne la guerre de tout le monde contre tout le monde. Mais ce n'est pas un état de fait naturel dès le départ. C'est toute la différence. La question alors est comment cette surenchère de la violence? Hobbes nous répond l'institution d'un État avec un pouvoir politique fort et la rééducation des individus peuvent rétablir une dynamique de confiance et de paix dans les relations interhumaines et donc au sein de la société. Et oui, pour arrêter cette surenchère de la violence, il faut instituer un État avec un pouvoir politique fort et la rééducation des individus. Les deux éléments peuvent rétablir une dynamique de confiance et de paix dans les relations interhumaines et donc au sein de la société. C'est comme ça que Hobbes va expliquer sa conception de l'État moderne. C'est sur ces éléments-là qu'il va nous proposer sa vision de l'État en construction. Mais quand on rentre dans les détails, un État fort, personne n'est contre, d'autant plus, comme on disait, que l'Europe à l'époque sort de la guerre des guerres
qui ont duré des siècles, et de la famine, la peste, un ensemble d'éléments qui ont noirci l'époque, il va nous dire que l'État fort va nous protéger, l'État fort va organiser la société en éliminant, en extirpant la violence des individus au sein de cet État. Et donc nous garantir la sécurité que cherche l'homme européen à l'époque. Oui, mais comment? Toute la question est là. Notre ami Hobbes va nous dire le peuple doit renoncer à tous ses droits au profit du souverain. Donc moi, l'autre et l'autre, les individus, doivent renoncer à leurs droits au profit d'un souverain. Et ce dernier, on acquiert ainsi, c'est-à-dire le souverain, il a ainsi l'autorité absolue parce qu'il a les droits de tous, la part d'indépendance de tous, tout le monde lui a donné ses droits, confié ses droits, il en acquiert l'autorité absolue sur tout ce joli monde. Et comme ça, il pourra imposer la paix et la sécurité de tout et chacun. Autrement dit, personne n'aura le droit d'utiliser la violence. Seul le souverain peut utiliser la violence. Et il va l'utiliser pour imposer la paix et la sécurité au sein du groupe, au sein de l'État. Et oui, automatiquement, ça nous interpelle. Si les individus renoncent à leurs droits, ça veut dire qu'ils renoncent à leur liberté. Ils renoncent à leur liberté de penser, d'agir, de participer au profit du roi, du souverain. Il peut être un empereur, un roi. Et celui-là, qui a le plein pouvoir comme ça, qu'est-ce qui nous garantit qu'il va agir au profit, dans l'intérêt du groupe, et pas dans son intérêt, lui, personnel? Donc imposer la paix et la sécurité, est-ce que c'est tout ce que demande, ou tout ce qu'on va demander, ou demande l'homme à l'État? C'est toute la question. Parce que si on demande la paix et la sécurité, c'est pourquoi? C'est pour le commerce, pour le bien-être, pour la liberté. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de bien-être, s'il n'y a pas de commerce libre, il est où la paix? Il est où la sécurité? La sécurité, ce n'est pas seulement physique. Je ne me fais pas agresser. Non. La sécurité de l'individu tout court. La sécurité de ses biens, de sa propriété. La liberté, pour la paix aussi avec soi-même. La liberté d'agir, de penser, pour être en paix avec soi-même, avant de chercher à être en paix avec les autres. Tous ces éléments, on fait table rase. Et il nous garde seulement l'autorité suprême du souverain pour constituer l'État. Donc automatiquement, on comprend, si on renonce à notre liberté au profit de l'État, l'État en devient omnipuissant. Et si on n'a pas une reconnaissance quelconque vis-à-vis de cet État, c'est qu'on s'est engagé dans un État dictatorial. Hobbes développe la théorie de la convention civile, à partir de laquelle l'État est fondé, et c'est une multitude d'actes volontaires, nous dira-t-il, en moyenne desquels chaque homme s'est engagé en faire chaque homme, à confier à un tiers, à savoir le futur souverain, le droit de le gouverner, et s'impose en conséquence l'obligation d'obéir. C'est un postulat. On cherche à justifier son discours, la convention civile. Personne ne l'a vu. Même le contrat social de notre ami Rousseau, personne ne l'avait vu auparavant. C'est juste des propositions, des suppositions. Mais de là à en tirer la conséquence, des conséquences aussi graves, à savoir qu'on a signé cette convention pour donner tous nos droits, toute nos libertés au souverain, et on lui reconnaît le pouvoir et le droit de nous gouverner, et on s'impose le droit, en conséquence, l'obligation de lui obéir, sans discuter quoi que ce soit.
on s'aperçoit en fait que Hobbes, tout en voulant proposer quelque chose de nouveau, il est resté à cheval. Il est mieux avancé que Baudin, mais il est resté à cheval entre le Moyen-Âge et la modernité. Parce que l'image qu'il a de l'homme ne glorifie pas l'homme. Les conséquences qu'il tire sur la nature de l'État ne sécurisent pas l'homme, ne donnent pas la sécurité. C'est un État dictatorial où le souverain il a tous les droits et les sujets n'ont aucun droit. Ce n'est pas ce qu'on cherchait. Ce n'est pas l'époque et le siècle des Lumières. Ce n'est pas la rationalité. C'est tout sauf ça. Donc on avait reproché auparavant à l'auteur de théoriser un État dictatorial, puisque la somme des volontés réunies aux mains d'un seul mène forcément absolu. Et l'homme qui affirme au début que le prince agira rationnellement et donc sera sage, répondra comme dans le pire des cas. La vie en société sera toujours mieux que l'état naturel, l'anarchie. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, c'est-à-dire les penseurs, les individus, les citoyens, les gens de l'époque, ils sont modernes, ils cherchent à exprimer cette modernité, et ils lui diront, mais vous nous dites que le souverain, ce sera un homme éclairé, un homme des Lumières, et qui va nous guider vers un avenir meilleur. Ici, on tombe sur quelqu'un d'autre. Et si on a un souverain éclairé qui va nous tirer vers l'avant, et un jour arrive un autre souverain, comme Néron, qui va brûler Rome et la regarder du balcon brûlé. On fait quoi? Et s'il confisque, c'est-à-dire s'il est méchant, s'il use, il abuse du pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il nous dira, notre ami Hobbes, c'est là l'échec de son approche. Dans le pire des cas, si le souverain est fou, si le souverain devient despotique, s'il fait n'importe quoi, ça sera toujours mieux un État organisé, c'est toujours mieux que l'État naturel, l'anarchie. Quand tout le monde faisait la guerre à tout le monde, aucune personne ne dormait tranquille parce qu'on pouvait être agressé le jour comme la nuit, il faut se défendre tout le temps et chercher des alliances, après se méfier des alliances et ainsi de suite. Il faut, quand il y a un méchant personnage arrive au pouvoir, il faut attendre les jours meilleurs, tout simplement. Et mieux encore, il va nous dire, si les hommes avaient été vertueux, ils se gouverneraient d'eux-mêmes. Autrement dit, c'est la faute de l'homme s'il y a un dictateur, s'il y a un souverain méchant ou fou. Ça revient à la faute de l'homme. Parce que s'il avait été bien, s'il était bon, s'il était sage, il n'aurait pas eu besoin de ce souverain. Les hommes se gouverneraient d'eux-mêmes. En fait, on a l'impression qu'il devient trotskiste bien avant l'heure. Il veut organiser le monde dans un autre ami se discrédite au moment où il nous dit que de toute façon, s'il y a anarchie, s'il y a un problème de despotisme, c'est toujours mieux que l'état initial, l'état naturel, tel qu'il l'a décrit, pas tel qu'il est en fait. Ça, c'est une opinion, c'est l'interprétation de notre ami Hobbes. Personne ne le confirme, à part les gens qui adoptent son idée. Donc, si les hommes étaient vertueux, ils se gouverneraient d'eux-mêmes. Et en fait, ça aussi, on le retrouve dans l'ère moderne. Quand on critique les médias, on vous dira que si les gens ils étaient plus intelligents, ben, ils ne regarderaient pas les programmes imbéciles. C'est la même technique de rhétorique. On fait une proposition sur la nature de l'homme, juste comme ça, abstraite. On l'accuse de méchanceté. On lui propose un état dictatorial qui lui impose la vertu. Et si on conteste, on dit, mais
Si l'homme était bon, s'il est vertueux, ben il se gouvernerait de lui-même. En fait, c'est le communisme. Non. Ce n'est pas ce qu'on attendait à ce moment-là de l'État moderne. Ce n'est pas comme ça que les gens concevaient l'État moderne. Il n'empêche que notre homme Hobbes, il faut lui rendre une part de gratification, ou pas, plutôt pas de gratification, il faut lui reconnaître un avantage, ou plutôt lui donner une excuse. Hobbes, il est en train de théoriser, il habite le palais du roi d'Angleterre de l'époque, il est en train de théoriser un État nouveau, qui n'était pas connu à l'époque. Il faut lui trouver des justificatifs, des fondements. Et il va le faire avec cette approche douteuse, c'est vrai, mais c'est pour ça que je dis qu'il avait un pied dans le Moyen-Âge et un pied dans la modernité. Il va utiliser des concepts anciens dans sa conception nouvelle, mais il faut revenir à l'époque et s'attarder sur l'époque pour s'apercevoir ou réaliser qu'un État moderne ne pouvait pas s'imposer, être établi sur les ruines des États qui avaient existé, qui étaient toujours là, et s'imposer à des classes et des groupes organisés qui avaient bénéficié des anciens États. Comme ça, comme une fleur. Non. Il fallait imposer cet État au Vatican, mais aussi aux groupes réfractaires au sein de la société. Les groupes qui représentent l'ancien monde, la féodalité. Et donc, c'est pour ça qu'il avait jugé qu'on avait besoin d'un État fort dictatorial. Pourquoi? Parce qu'il va avoir de la résistance, il va trouver de la résistance devant lui et il devra passer en force. Même dans le droit administratif, on utilisera l'expression le fait de prince, il va passer comme un prince de l'époque. C'est-à-dire avec force, sans compromission avec qui que ce soit, surtout pas avec les anciens systèmes. Donc c'est ça ce qu'il faut reconnaître à Hobbes. Qu'il est en train de théoriser quelque chose de nouveau, qui a besoin de violence, qui a besoin de force pour s'imposer, parce qu'il y a de la résistance. Son problème à lui se pose ici, comme avec Marx plus tard, c'est de penser que ça sera pour toujours. Il ne limite pas, il ne relative pas la chose. Ils ne disent pas que c'est une période intermédiaire et qu'on arrivera, plus tard on fera quelque chose de mieux. Non. Il est convaincu que c'est sa vision des choses et c'est comme ça que ça doit être. Non. C'est pour ça que Rousseau, lui, quand il viendra, lui, il y a une période, quelques années dessinées entre les deux hommes, il va, lui, être en rupture totale avec Hobbes, puisqu'il se positionnera même en contre-pied avec Hobbes. Rousseau, il va avoir une autre vision. Sur le même sujet, il va inverser la logique. Il va inverser la logique pour nous proposer quelque chose de moderne, quelque chose qui correspond non pas au vœu du souverain, mais au vœu de la population, au vœu des forces nouvelles dans les sociétés européennes qui aspirent à un monde meilleur. Et c'est pour ça que Rousseau sera en phase avec son époque, même s'il avait des torts, comme tout et chacun. Merci de votre attention. On reviendra sur Rousseau et Montesquieu sur la séance prochaine. À lundi, c'est le cœur vous en dit.
Bonjour. On reprend donc nos séances et maintenant avec la modernité au sens propre, le mu'asara, et ses représentants symboliques. Ils ne sont pas les seuls. Mais on a pris ces deux-là pour exposer la démarche. Et donc les Edoms se situent au lendemain de la Révolution anglaise et à la veille de la Révolution française. De ce fait, ils sont en rupture avec la pensée de Hobbes, qui est resté à cheval, comme on l'a expliqué, entre le Moyen-Âge et la modernité, même s'il énonce les prémices de celle-ci. C'est-à-dire, on commence à voir les ingrédients de ce que ça va être, la modernité. Hobbes a osé penser la rupture avec le religieux, c'est le plus important. À ce moment-là, Rousseau, lui, va rejeter la dictature, justifier pour mieux l'intégrer la démocratie. Autrement dit, non seulement ça y est, on s'est éloigné de l'Église, il faut critiquer maintenant Hobbes et son État, sa version de l'État. Et pour ça, il faut critiquer sa vision de l'homme et de la nature de l'homme pour concevoir l'État moderne et la démocratie, l'État démocratique. C'est tout l'enjeu donc de cette époque. La première chose donc que va entreprendre Rousseau, c'est la promotion de l'homme. Autrement dit, il va rétablir l'homme dans sa dignité. Parce que Hobbes, en donnant cette image sauvage, barbare de l'homme, il ne rendait pas service à l'homme. Au contraire, il a diminué l'homme pour rehausser, donner de l'importance au souverain. C'est pas comme ça. Qu'on serait fier de notre statut en tant qu'homme. Donc, il va commencer par remettre l'homme dans son statut. Il publia le contrat social en 1762. Il est déjà à l'opposé des prétentions de Hobbes. Il inverse même sa logique pour aller de l'avant. Pour lui, l'homme ne vivait pas dans le malheur des guerres infinies avant l'avènement de l'État. Ce n'était pas un sauvage et ce n'était pas un homme de violence. Tout au contraire. Il était libre et heureux dans la vie de nature, dans la nature. Et il vivait en harmonie avec son groupe. Et s'il y avait un problème, s'il y avait violence, ce n'était pas la nature de l'homme qui était en cause, c'est les intérêts en jeu. Autrement dit, c'est pour se défendre des autres groupes. Les uns travaillent, les autres ne travaillent pas, ils veulent payer leur récolte, et bien il faut se défendre. Donc, ce tiraillement entre la bonté et la méchanceté, vous le verrez plus loin, c'est-à-dire que ça va relativiser toutes les choses. Rousseau nous dira non, non, non. On n'a pas besoin d'un État pour éduquer, pour museler l'homme. Non. On a besoin d'un État pour protéger l'homme. Donc tout au contraire, l'homme était libre et heureux et toute conception étatique doit prendre en considération cette réalité. On n'a pas besoin d'une dictature pour imposer, éduquer les enfants, le peuple avec la violence. Non, pas du tout. L'homme est naturellement social. Naturellement, c'est-à-dire qu'il cherche d'instinct à vivre en groupe et à respecter les éléments qui font le groupe. Et de ce fait, il n'entreprendra rien qui fait éclater le groupe. Bien sûr, il y aura toujours des brebis galeuses, mais ce n'est pas l'homme en général. Et l'État moderne, elle doit prendre en considération ce fait. L'État moderne, il n'est pas là pour confisquer nos libertés, il est là pour protéger nos libertés. C'est tout un autre monde, c'est toute la différence. Ce qui revient à dire que le besoin crucial qui s'impose
de vivre en société politiquement organisée ne peut se faire que dans le respect de cet état d'origine. De cet état d'origine qui n'est pas celui proposé par Hobbes, mais celui proposé par Rousseau, à savoir que l'homme, il était heureux dans l'état d'origine. Eh bien, si on doit accepter, constituer un état, ben, cet état, on va le faire selon un contrat, et ce contrat, ce qu'il appellera le contrat social, ça sera qu'il veille sur nos libertés, mieux encore, qu'il nous aide à évoluer, à développer nos libertés, notre pensée, notre façon de travailler, nous prendre en charge, pas au sens social, mais en tant que groupe. Donc l'homme ici libère l'homme de la servitude préconisée par Hobbes. On n'est pas obligé d'obéir au souverain dans n'importe quelle condition. Au contraire, le souverain doit prendre en considération nos aspirations politiques, nos aspirations à vivre en société. Et on veut vivre en société, pas juste vivre en société. On a des projets de société. Et c'est ce que doit faire, prendre en considération le souverain. Ce dernier n'est plus le maître de tous, de l'État et des individus. Non, il est juste un chargé de mission. Il a comme mission de veiller sur nos intérêts, sur notre liberté. Et ça englobe la liberté d'agir, la liberté de penser, d'entreprendre. Et c'est comme ça seulement que l'État est viable, sera viable, que l'État sera accepté et acceptable. Sans quoi? Ce n'est pas la modernité. Rousseau donc ne prétend pas pour autant théoriser l'état idéal. Autrement dit, il ne va pas nous dire que cette conception de l'état, ce que je vous propose, c'est l'état idéal, c'est le meilleur. Cette erreur, la fait, on l'a souligné Hobbes. Il n'a pas souligné la relativité de la pensée de l'époque et de toujours. C'est un élément clé de la modernité, à savoir de relativiser ces conclusions toujours, dans les sciences exactes et dans les sciences sociales encore plus. Il va nous dire, je parle simplement d'une conception générale à partir d'observations réelles, parce qu'il a étudié l'histoire des sociétés et de l'homme, pour nous dire les conditions d'un ordre social légitime. Autrement dit, pour qu'il y ait un ordre social légitime, donc qui ne sera pas contesté, qui ne mènera pas à la guerre permanente, la guerre civile, et donc un ordre viable qui perdure dans le temps. Voilà les conditions, à savoir le respect de l'individu et de la liberté de l'individu. Toute confiscation de la liberté de l'individu mènera automatiquement à la révolte. Parce que justement dans le contrat social, l'homme reconnaît l'État et soutiendra l'État, reconnaîtra l'État et soutiendra l'État à condition qu'elle veille sur ses intérêts. Sinon, il est en droit de se révolter. Le contraire donc de ce que prétendra un bon nombre de penseurs plus tard, même après Hobbes. Et là, on pense à notre ami Karl Marx. Il est venu beaucoup plus tard. Et il avait une idée dictatoriale comme Hobbes, seulement sur une base différente, sur des explications différentes. Non. Il rejettera la relativité pour imposer ce qu'il appellera le matérialisme historique, à savoir que c'est comme ça, et ça ne peut pas être autrement. On a eu la preuve du contraire. Donc Rousseau part d'un double constat. L'homme
qui est né libre et partout dans les chaînes, c'est-à-dire à l'époque où il fait sa constatation. Et il se demande ensuite comment ce changement s'est-il fait. Comment l'homme était libre et heureux, il est devenu maintenant enchaîné, un esclave. La réponse est alors dans la violence de l'État. C'est l'État et la violence de l'État qui a déshumanisé l'homme en quelque sorte. Et la construction étatique. Donc la violence est physique et psychologique. Et c'est cette violence qui a fait oublier à l'homme ce qu'il a été à l'origine, un homme libre. Et l'empêche de voir ce qu'il est devenu, l'esclave de l'État archaïque, l'État du Moyen-Âge, mais aussi cet État à cheval, même si, comme on l'avait remarqué, on en avait besoin de l'absolutisme, le temps de poser les jalons de cet État nouveau, et après, il fallait ouvrir la préconception vers l'homme. Et donc, c'est comme ça que Rousseau, lui, propose sa notion de liberté. Le but de la démarche, c'est d'inciter l'homme à maintenir une certaine distance vis-à-vis de l'État. N'importe quel État, y compris l'État moderne en devenir. Autrement dit, si Hobbes préconise ou cherche un État moderne, l'État démocratique ouvert sur la population, il conseille à la population de maintenir toujours sa distance vis-à-vis de l'État. Parce que le pouvoir, justement, use et abuse et désabuse. L'État, le pouvoir tend toujours à dominer d'une façon dictatoriale, à rompre toute limite. Et de ce fait, il faut que l'homme soit sur ses gardes. La conséquence immédiate, Hobbes nous avait dit que c'est l'État qui doit gérer l'éducation pour rééduquer les individus, leur apprendre à vivre en société et en groupe, à leur imposer sa loi. Rousseau, il va nous dire non. Il ne faut pas laisser l'éducation au profit de l'État. Non. Il faut avoir une éducation indépendante de l'État pour produire une culture qui s'oppose au fur et à mesure à l'État, de façon à ce que l'État reste un objet d'étude et sous observation, pas un maître au-dessus de nos têtes. C'est toute la problématique. Et on verra que jusqu'à nos jours, c'est tout l'enjeu. Est-ce que l'État doit contrôler l'éducation ou est-ce que c'est la population, c'est les gens, c'est les individus, les familles qui doivent contrôler l'éducation? Hobbes, il avait dit que si on laisse, c'est-à-dire l'éducation était en main de l'Église, et l'Église, elle a façonné les esprits à la servitude, mais la sienne envers elle, et l'État maintenant absolu, le roi, le souverain, doit maîtriser l'éducation pour, il ne va pas dire à servir, mais pour contrôler les individus. Mais en fait, c'est la même démarche, à servir l'homme aux besoins de l'État et aux besoins du souverain. Rousseau, il va nous dire le contraire. L'homme doit maîtriser sa propre éducation. Cette éducation doit être en parallèle, en observation, et comme objet d'étude, l'État lui-même. Donc il y a une distanciation se fait entre l'éducation et l'État. Les individus doivent s'éduquer, se cultiver en dehors de ce que propose l'État, indépendamment de l'État. Et c'est seulement la garantie que ça ne permettra pas, en ayant des individus autonomes, indépendants intellectuellement, on peut résister à la tentative de l'État du pouvoir de s'immiscer dans les interstices de la pensée humaine des individus, des citoyens, pour imposer sa volonté. Donc, l'un utilise l'éducation au profit de l'État, l'autre va utiliser l'éducation contre l'État, pour s'opposer à l'État. Hobbes, il veut ramener l'homme à l'obéissance, obéissance aveugle, et Rousseau qui postule l'orientation despotique de tout pouvoir politique.
milite pour une éducation de l'homme à la résistance aux orientations politiques et culturelles de l'organisation étatique. J'ai eu l'occasion de dire que c'est les enjeux d'aujourd'hui aussi. Qu'est-ce qui se passe dans un pays comme la Chine, ou qu'est-ce qui se passait dans un pays comme l'Union soviétique et dans toutes les dictatures? On essaie de maîtriser l'éducation. On essaie de maîtriser l'éducation. Autrement dit, si chaque fois que quelqu'un pense autrement que l'État, on dit qu'il a besoin d'être rééduqué. Il n'a rien compris. Alors, Goulag. Là-bas en Sibérie, on veut lui apprendre à réfléchir et à penser comme l'État. C'est un crime de penser différemment de l'État. En Chine, c'est pareil. Vous ne pensez pas comme le parti politique, le parti communiste. Les camps de concentration, les camps de rééducation pour vous inciter, vous obliger à penser comme pense l'État, le pouvoir politique. Jusqu'à nos jours, ça reste un enjeu politique important. Et vous voyez, c'est-à-dire à l'époque déjà, c'est posé. Au départ, c'est l'Église qui maîtrisait l'éducation. Mais en voulant laïciser l'école, et ça se passera un siècle plus tard, ce n'est pas tout de suite. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de la France, c'est plus tard, un siècle plus tard, parce que l'Église s'est retirée de la politique en général, mais elle a gardé la maîtrise de l'éducation et de l'enseignement. Il a fallu du temps pour s'en apercevoir. Les messieurs, le Port-Royal et ainsi de suite, c'est-à-dire, je vous donne des idées comme ça. Général, celui qui s'intéresse, il doit approfondir les sujets, chaque sujet à part. Donc l'Église va se perdurer, même quand elle va quitter certaines écoles, elle gardera son propre élite, c'est-à-dire elle formera ses propres élites, ses propres représentants, et qui sont jusqu'à maintenant dans les interstices des pouvoirs, au sein de l'État, des États et au sein des organisations internationales. Donc l'enjeu demeure jusqu'à nos jours. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, l'Église, contrôlée par le biais de l'État, l'éducation, après, c'est la laïcité, le discours laïque qui va contrôler les écoles, et l'État et l'Église va se retrouver dans le privé. Elle va faire pratiquement ce que faisait Rousseau. Elle va éduquer ses propres étudiants, ses propres élèves, les enfants des familles chrétiennes dans les écoles privées, pour maintenir un niveau du savoir égal au moins aux élites laïques. Et jusqu'à nos jours, vous avez les grandes écoles qui sont très catholiques, attachées au catholicisme, à d'autres statuts religieux, des autres groupes religieux, mais l'important, c'est de souligner que le privé, après avoir, c'est-à-dire Rousseau postulé la privatisation de l'enseignement pour échapper à l'État, la laïcité va ramener l'éducation et tout le monde va applaudir à l'État, et l'Église va repartir, sortir de l'État pour entrer dans les écoles privées et faire perdurer l'éducation religieuse. Avec les sciences, avec la physique, la chimie, la biologie, et ainsi de suite. Mais l'enjeu demeure de savoir qui contrôle quoi dans l'éducation. Et celui qui contrôle l'éducation peut contrôler les instances et les institutions étatiques. Donc, notre ami Rousseau a milité pour l'éducation de l'homme à la résistance aux orientations politiques et culturelles de l'organisation étatique. L'enjeu de l'éducation, comme je viens de le dire, est important, il reste de nos jours. Pour mieux le comprendre, il faut se représenter le contexte, savoir qu'à l'époque, l'Église qui s'en occupe, c'est l'Église qui s'en occupe, c'est elle qui forme les élites, les futurs dirigeants. Donc pour s'émanciper de l'Église, il convient de rompre la collision État-Église dans la formation initiale des individus. Et même indépendant, l'État ne doit pas contrôler l'éducation. Sinon, il fera comme l'Église. Il essayera de façonner les individus selon ses besoins. C'est toute la problématique.
Donc le pouvoir, c'est-à-dire on arrivera à la conclusion, dans l'ère postmoderne, si on peut dire, que l'État, justement, ne doit pas contrôler l'éducation. Il faut qu'il y ait une organisation autonome. Et la majorité, c'est-à-dire dans la majorité des pays, il y a une autonomie, on cherche cette autonomie, à savoir, c'est les gens de l'éducation qui s'auto-organisent dans un groupe, qui font les programmes, qui organisent la façon de donner les diplômes et tout le reste. Est-ce que ça marche toujours? Est-ce qu'on réussit toujours ou pas? C'est une autre question. L'essentiel, c'est que l'enjeu demeure ici, et il est d'actualité jusqu'à nos jours. On reviendra sur le sujet et sur le tramway Montesquieu dans le cours prochain. Merci de votre attention et à la prochaine, si le cœur vous en dit.